Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui plutôt de nanoparticules et de potentiel thérapeutique. Alors, je suis physicienne dans un labo de physique, donc je me suis permis de rajouter une interface au titre du colloque. Une petite interface, on a une toute petite place donc, entre le chimiste et le médecin. Voilà, donc, l'introduction en fait, des nanotechnologies en médecine donc, a conduit à l'apparition de cette nouvelle discipline, la nanomédecine, qu'Elias Fattal a très clairement introduit ce matin, et qui pourrait apporter des solutions un peu inespérées aux limites des traitements actuels. Alors du coup, en conséquence, le secteur de la nanochimie est en pleine effervescence et propose des nanohybrides, nanoparticules, nanocomposites, nanovecteurs, des nanoarchitectures bio-inspirées, comme on a vu aussi ce matin, qui vont être capables, au potentiel thérapeutique et diagnostique toujours plus performant. Alors, en cancérologie en particulier, un des objectifs de la nanomédecine est de proposer des nouveaux modes d'action physiques, à apporter en fait des modes d'action physiques au cœur des cibles, par exemple tumorales, et pour en fait produire un contrôle spatial des traitements à des échelles de plus en plus petites. Donc du coup, les acteurs, ce sont des nanoparticules dont le cœur peut être excité par une source à distance, comme la lumière, le magnétisme, une radiation, et qui en retour, une fois excités, vont produire un effet physique dans leur environnement, comme une émission de chaleur ou la production de radicaux libres. Donc ici, j'ai conservé dans tous ces premiers nanomatériaux uniquement des nanoparticules magnétiques et plasmoniques, qui sont donc les acteurs des thermothérapies, des thérapies thermiques. Voilà, donc du coup, alors, au cœur de cette recherche qui est foisonnante, le physicien va pouvoir s'allier à la science des matériaux pour tenter de proposer de nouvelles méthodologies et essayer de lever certains verrous, voir s'il peut lever certains verrous. Donc en particulier, mettre au point des mesures in situ, donc c'est-à-dire des mesures en environnement tumoral. Essayer d'augmenter l'efficacité thérapeutique en proposant non plus des stratégies de synthèse, mais en tentant de combiner les stimulations. Et enfin, essayer de développer des métrologies multi-échelles pour essayer de suivre donc, les transformations, dégradations, en fait le devenir des nanoparticules dans des environnements biologiques. Voilà, donc ce sont ces trois points que je voudrais aborder aujourd'hui, donc au travers vraiment de nos études les plus récentes. Et donc, donc vous allez voir ces différents nanomatériaux tout au cours de l'exposé. Et donc, je commence par remercier nos collaborateurs chimistes, parce que sans eux, je m'arrêterai là. Parce que donc, nous, on est physiciens, on ne fait rien. Donc voilà, donc je les remercie déjà, et surtout si je n'ai pas le temps de les remercier à la fin. À la fin, vous verrez leur nom, là, je n'ai pas le temps de montrer leur nom. Vous les verrez aussi tout au cours de l'exposé. Donc, j'ai vraiment mis les noms de tout le monde dans les articles. Voilà, donc les thérapies thermiques. Donc en fait, il y a deux classes, l'hyperthermie magnétique, principalement à partir de nanoparticules d'oxyde de fer, et la photothermie à partir de nanoparticules plasmoniques, le plus souvent de l'or. Alors le principe de l'hyperthermie magnétique, c'est d'exciter par un champ magnétique haute fréquence les fluctuations du moment magnétique, et en retour, l'énergie magnétique va être convertie en chaleur dans l'environnement de la nanoparticule. Pour la photothermie, on va exciter la résonance plasmonique par une source infrarouge, et de nouveau, on va avoir une émission de chaleur dans l'environnement. Donc très rapidement, il faut savoir que ce sont des thérapies qui sont déjà en clinique. Par exemple, en test clinique, à Berlin pour le glioblastome en particulier, ou aux États-Unis pour la photothermie, pour les tumeurs du cou, plus principalement. Alors, la recherche actuelle, en fait, elle s'est focalisée ces dernières années sur l'optimisation de la capacité de chauffage, donc via des stratégies donc, de synthèse, en modulant l'architecture de ces nanomatériaux. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour les nanoparticules magnétiques, c'est la taille, l'aimantation, l'anisotropie de ces particules qui gouvernaient les capacités de chauffage. Pour les plasmoniques, c'est de nouveau la taille, le design, qui vont imposer la résonance plasmonique, et donc, en retour, de nouveau les capacités de chauffage. Donc, on a participé à certaines de ces mesures. Il y en a des centaines et des centaines dans la littérature, et je veux juste insister ici sur le fait que toutes ces mesures sont faites en suspension. Les nanomatériaux sont en suspension, aqueuse. Le problème, le fait est que la cible thérapeutique, c'est la cellule cancéreuse. Donc, vous voyez ici une cellule cancéreuse, et que systématiquement, les nanoparticules sont internalisées au cœur des cellules cancéreuses et vont se concentrer, donc là, c'est son noyau, sa membrane, et se concentrent dans les endosomes. Donc, et voilà, vous voyez un gros plan ici d'une cellule. Les endosomes sont
fortement remplis de nanoparticules magnétiques, ici des nanoparticules de magnémite d'une dizaine de nanomètres de diamètre. On va avoir la même chose pour des nanocubes de 20 nanomètres d'arête. On va avoir la même chose, donc ce confinement dans les endosomes au cœur de la cellule pour des dimères hors fer, pour des multicœurs de magnémite. Et voilà, je crois que je m'arrête pour les particules magnétiques. Et on a de nouveau la même chose, par exemple, pour les particules plasmoniques, des nanoétoiles. Ici, de taille petite, de 25 nanomètres, on retrouve un peu le même genre d'organisation qu'avec les particules magnétiques. Et quand on augmente la taille de ces particules d'or, on voit qu'elles se concentrent toujours dans les endosomes, donc ici une taille de 80 nanomètres à peu près, et même pour des beaucoup plus grosses, de 150 nanomètres, on a toujours cette internalisation et confinement dans les endosomes. Donc on a cette image que les nanoparticules sont au cœur des cellules confinées dans ces vésicules, dans ces endosomes. Et ce qu'on veut, nous, c'est savoir comment elles chauffent quand elles sont dans ces endosomes. Donc vraiment une mesure in situ. Donc c'est ce qu'on a mis au point en faisant nos mesures sur des suspensions cellulaires, cette fois-ci, et non plus en suspension aqueuse. Et ici, pour l'hyperthermie magnétique, par exemple, vous comparez des courbes en fonction de la fréquence de la capacité de chauffage. Vous allez voir tout au cours de l'exposé, c'est watts par gramme qui représentent l'efficacité du chauffage. Donc en solution, les courbes noires pour différents matériaux dont je viens de vous présenter rapidement dans les cellules. Et en rouge, l'efficacité de chauffage dans les cellules. Donc vous voyez que malheureusement, elle décroît. Et elle décroît d'autant plus pour ces matériaux-là, qui étaient les matériaux les plus efficaces pour l'hyperthermie magnétique, mais qui sont des matériaux qui chauffent par relaxation de Brown. Et en fait, cette relaxation de Brown est bloquée du fait du confinement intracellulaire. Alors, je vais revenir sur ces résultats. Je voudrais tout de suite passer à ce qui se passe en photothermie. Donc, cette fois-ci, des particules plasmoniques. Quand on augmente la taille de ces nanoétoiles, donc qui sont faites par Lise Marsan en Espagne, quand on augmente la taille, on décale le plasmon vers l'infrarouge. Vous en êtes tous convaincus. Et donc, du coup, on va vraiment avoir une sélectivité du chauffage via la taille de la particule plasmonique et l'excitation, la source d'excitation laser. Donc voilà, ça suit en fait l'absorption, ça suit le pic plasmonique. Et là, attention, je suis en solution, donc en environnement aqueux. Et qu'est-ce qui se passe en cellule? Donc là, j'ai exactement les mêmes images, mais là-dedans, j'ai des cellules, j'ai plus des particules en suspension. Donc si vous comparez, voilà, je vais vous donner le mal de mer, mais si vous comparez les courbes là, donc vous voyez qu'on a bien ces sélectivités, et finalement, on perd toute la sélectivité, et dans les cellules, on a quelque chose d'assez plat, de même complètement plat, moyennant les barres d'erreur. Alors, est-ce que on va avoir la même chose in vivo? Donc, on injecte ces nanoparticules dans les tumeurs. Donc là, vous avez des tumeurs, vous les voyez chauffer, on voit pas grand-chose, je vous montre directement les graphes. Et on voit que quand on injecte ces nanoparticules directement en intratumoral, juste après l'injection, on retrouve la spécificité du chauffage liée à la taille et au laser. En revanche, 3 jours après l'injection, on a quelque chose de plat. Alors pourquoi? Si on regarde en thème, on voit que juste après l'injection, 1 heure après l'injection, ici par exemple pour les grosses nanoétoiles, elles sont observées à l'échelle de la nanostar unique, ici dans la matrice, juste à côté d'un vaisseau. Vous avez 2 globules rouges là. Si on regarde les moyennes, par exemple, ici, elles sont toujours uniques dans la matrice extracellulaire. On est en train de décortiquer la tumeur là. Les plus petites, par exemple, vous les avez à la fois près d'un vaisseau ou individuelles dans la matrice extracellulaire. Et qu'est-ce qui se passe en revanche si on regarde maintenant, on coupe la tumeur 3 jours après l'injection? On n'en voit plus du tout des individuels, on n'en voit plus du tout dans la matrice, vous avez la matrice là. En revanche, vous avez une cellule tumorale là, on les voit internalisées au cœur des cellules tumorales et de manière très confinée au cœur de ces cellules, pour n'importe laquelle de ces tailles. Donc, ce qui explique ce shift, cet aplatissement en fait de la résonance plasmonique. Alors, du coup, si je conclue un peu sur cette partie-là, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. On a malheureusement quelque chose d'assez dramatique pour l'hyperthermie magnétique. Donc une chute qui est d'autant plus grande qu'en fait on avait quelque chose de très efficace au départ. En revanche, pour la photothermie, on peut même avoir des augmentations. Par exemple, des petites particules qui chauffaient en solution dans le proche infrarouge uniquement, puisque leur résonance était à 600 nanos, elles vont se mettre à chauffer dans l'infrarouge quand elles sont internalisées. Donc ça, c'est tout à fait intéressant pour la thérapie. Voilà, alors bon, le but, je passe à mon deuxième point, le but de tout ça, c'est quand même de chauffer. Donc c'est d'avoir une efficacité thérapeutique. Donc je vous ai dit, nous, on cherche aussi à proposer de nouvelles pistes pour essayer d'augmenter cette efficacité thérapeutique. Donc actuellement, la démarche en chimie, c'est d'augmenter le chauffage pour diminuer la dose, et donc de l'augmenter via de la nano-architecture des matériaux.
Alors, donc vous avez vu, je vous ai présenté les deux types d'hyperthermie, les deux classes. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est et pourquoi on n'essaierait pas d'augmenter le chauffage en combinant les deux types de stimulation en même temps? Alors, la première idée, la première stratégie pour faire ça, c'est de se dire, il va falloir qu'on fasse un hybride où on va combiner la partie magnétique et la partie plasmonique dans une même nanostructure. Donc, en fait, un nano-hybride magnétoplasmonique. Et ça, c'est la stratégie qu'a mis en place Ali Abou Hassan au Phoenix à Paris 6, en partant d'un cœur très efficace pour l'hyperthermie magnétique, ce cœur multicore, en nanofleurs en fait, et en essayant de faire pousser des pics, des spikes, sur ce cœur par une stratégie de nucléation croissance. Et ça a très très bien marché. Donc vous voyez le cœur ici, et donc vous avez ici en cartographie élémentaire les nucléateurs d'or, en français, et donc qui croissent progressivement et avec ces structures qui commencent à être piquées pour cette troisième classe de nanoparticules plasmoniques. Et surtout, donc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a le pic plasmonique qui apparaît sur la nanoparticule et qui se décale dans l'infrarouge quand la couche d'or augmente, enfin où est plus piquée. Et du coup, on va appliquer une double stimulation magnétique et laser en même temps. Et on voit que au niveau magnétique, pour une même concentration en fer, on a le même chauffage normal, on a la même concentration en fer. En revanche, on a cette augmentation de l'efficacité plasmonique, thermoplasmonique avec le design. Et surtout, on voit que donc, si on applique hyperthermie seule, on a cette couleur de chauffage, laser seul, et les deux ensemble, on chauffe définitivement de manière cumulative. Donc ça, c'est prometteur. Mais je voudrais m'arrêter sur ce point-là. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est la particule magnétique de Magémite initiale qui n'a pas d'or, qui n'a pas de caractéristiques plasmoniques dessus. Et en fait, vous voyez qu'elle chauffe quand même. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même une absorption des particules d'oxyde de fer dans l'infrarouge, une absorption qui est d'autant plus grande qu'on a de la magnétite au lieu de la magémite. Effectivement, si on passe à des nanocubes de magnétite, on voit qu'on a un chauffage qui est finalement tout à fait raisonnable avec uniquement 2 nanoparticules d'oxyde de fer. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point cette deuxième stratégie uniquement fondée en utilisant uniquement des nanoparticules d'oxyde de fer pour voir si on est capable de développer cette magnétophotothermie avec de l'oxyde de fer uniquement. Donc l'oxyde de fer, jusqu'à présent, on était toujours parti sur une stratégie d'hyperthermie magnétique. Donc effectivement, ces particules chauffent en photothermie, ces concentrations dépendantes, donc c'est vraiment c'est spécifique de la nanoparticule. Elles chauffent très bien en hyperthermie magnétique, c'était les cubes, c'était un peu les stars en solution de l'hyperthermie magnétique, c'est les cubes de Teresa Pellegrino en Italie. Et quand on fait la double stimulation, elle chauffe de manière cumulative à nouveau. Donc on arrive à avoir des capacités de chauffage qui atteignent 5000 watts par gramme, sachant qu'on arrivait, le Graal, au niveau du design, c'était 1000-2000 watts par gramme au mieux. Donc ça, c'est assez prometteur. Et en intracellulaire, alors là, c'était vraiment c'est excitant pour le physicien. Qu'est-ce qui se passe en fait? On voit que quand on applique la double stimulation, on restaure l'hyperthermie magnétique, l'effet magnétique du fait de l'apport d'énergie donné par le laser. Et donc, en fait, on libère la rotation des nanoparticules. Donc ça devient non plus cumulatif, mais ça devient carrément synergique par rapport à l'hyperthermie magnétique seule. Alors après, on s'intéresse quand même à la thérapie. Donc, on a une viabilité qui est d'autant... Qui est une mort cellulaire qui est d'autant meilleure qu'on applique la double hyperthermie, la magnétophotothermie. Alors là, vous voyez, donc on est passé in vivo. Donc vous voyez une image un film de souris qui chauffe, donc uniquement en hyperthermie magnétique, avec le laser uniquement, et les deux ensemble. Donc vous voyez clairement que l'efficacité thérapeutique pour une même dose est exacerbée. Donc sur cette image-là aussi, donc quelque chose de tout à fait, une stratégie tout à fait viable. Et d'autant que si maintenant on regarde la tumeur, la régression tumorale, en fait, on observe une régression tumorale dans le cas de la magnétophotothermie, voire même une complète ablation de la tumeur avec cette thérapie. Donc, si on regarde en histologie, on voit qu'on a une éradication de la tumeur. Si on regarde en microscopie électronique, on voit qu'on a totalement dénaturé la matrice extracellulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être implémenté en clinique, d'après moi, comme solution, entre l'hyperthermie magnétique et la photothermie.
Alors, je vous parle d'une autre possibilité de combiner les thérapies. Alors, cette fois-ci, non plus en combinant de l'hyperthermie, donc du chauffage, avec de la photothérapie dynamique, où cette fois-ci, on utilise l'excitation d'un photosensibilisateur pour générer des espèces réactives à l'oxygène qui sont cytotoxiques pour la cellule. Alors vous allez me dire, je crois que je l'ai même mis, ah oui, bah alors pourquoi pas mettre aussi la photothermie, comme ça on a carrément de la trithérapie. Alors oui, pourquoi pas, en fait c'est tout simplement parce qu'on l'a fait avant et qu'on n'avait pas encore vu que les particules d'oxyde de fer chauffaient. Je pense que c'est une piste qu'il faudra creuser aussi, mais c'est quand même une piste qui était très, très intéressante. Donc ce sont les liposomes, donc on est parti de les liposomes de Christine Ménager à Phoenix. Donc qui sont ultramagnétiques, hein, une très très forte densité d'oxyde de fer dans le cœur aqueux du liposome et très fluorescent, très photosensible avec un photosensibilisateur dans la bicouche lipidique. Donc je vous montre directement les résultats in vivo. Alors, donc on injecte ces liposomes et vous voyez qu'on met la souris dans le champ magnétique et on applique une source laser. Donc vous allez me dire, alors vous l'avez faite, la photothermie, là vous avez appliqué un laser en même temps. Sauf que non, attention, la photothérapie dynamique, déjà c'est le proche infrarouge, l'excitation elle se fait pas dans l'infrarouge et surtout ça n'a rien à voir au niveau des puissances, rien à voir. Donc là on est à des puissances acceptables, hein, qui sont safe pour la thérapie, qui ne chauffent pas les tissus environnants et malgré ça on est quand même à des puissances 10 fois plus faibles, à des doses 10 fois plus faibles avec la photothérapie dynamique. Donc on chauffe rien du tout, hein, même s'il y a de l'oxyde de fer, on chauffe rien du tout. Et le cumul des deux thérapies, de nouveau, regardez juste la courbe bleue, de nouveau on a une régression tumorale totale dans le cas de la thérapie combinée, qu'on voit ici, là la tumeur a été complètement détruite quand on fait hyperthermie magnétique et photothérapie dynamique, donc magnéto-photo-dynamique thérapie, enfin bref. Voilà, donc maintenant donc je vous ai montré que les nanoparticules elles sont au cœur des cellules, donc la question qui est aux lèvres de tout le monde c'est qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles ont accompli leur potentiel thérapeutique, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et donc pour ça on a mis au point en fait ça n'avait jamais été démontré, il n'avait jamais été démontré que des nanoparticules d'oxyde de fer pouvaient se dégrader en milieu intracellulaire et ça de manière quantitative. Donc on a mis au point un système tissulaire, donc un modèle tissulaire composé de cellules souches au cœur desquelles qui vont se différencier pour faire un tissu, donc ils vont sécréter une matrice extracellulaire et au cœur desquelles on a les nanoparticules qui sont dans, je trouve pas le mot en français, qui sont vraiment au cœur de ce tissu, au cœur des cellules, au cœur du tissu. Et donc ce qui est important, c'est que ce modèle tissulaire, il est viable pendant des mois. Donc vous voyez ici, 25 jours après, on a un tissu complètement viable. Cancéreux, c'est vivant. Donc et on peut donc le laisser maturer, et au cœur de ce petit tissu, vous avez les nanoparticules magnétiques. Et donc ce qu'on peut faire, c'est du magnétisme là-dessus. Donc on a un système fermé, on fait du magnétisme et on voit que l'aimantation, le moment magnétique d'un sphéroïde unique, diminue au cours du temps. Donc en fait, la masse de fer magnétique chute de manière dramatique au cours du temps. Enfin, dramatique, c'est plutôt positif en fait. On perd quasiment plus de 90% de l'aimantation initiale. Alors là, vous allez me dire, ah oui, mais c'est normal, vous avez des particules qui s'en vont dans le milieu extracellulaire, ou alors vous avez des cellules qui se barrent, etc. Donc oui, peut-être, mais non. Et là, on a été vraiment content d'avoir ce résultat. Donc on fait l'analyse élémentaire de notre sphéroïde, des sphéroïdes, et on voit que le fer total reste parfaitement constant au cours du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'échelle nano ? On regarde en microscopie électronique. Au jour 0, vous avez quelque chose que maintenant vous commencez à avoir l'habitude de voir dans mon exposé, un endosome rempli de nanoparticules. Et à J25, on voit, alors oubliez, regardez pas ce truc-là, regardez juste tout ça, on voit essentiellement des structures comme ça. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des endosomes remplis de nanoparticules qui sont en fait de la ferritine qui s'est chargée en fer, de son cœur s'est chargé en fer, le fer qui a été relâché par les nanoparticules, libéré par les nanoparticules. Et on en a aussi partout de la ferritine dans le cytoplasme. Et de temps en temps, on a encore quelques événements comme ça, donc avec des nanoparticules qui coexistent avec de la ferritine qui se charge. Voilà. Alors, du coup, tout ça a l'air de se passer au niveau de l'endosome, hein.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé les endosomes des cellules pour faire la même chose, mais cette fois-ci à l'échelle de l'endosome. Donc, on était à l'échelle du millimètre pour le sphéroïde, on est passé à l'échelle du micron pour l'endosome. Et là, on fait de la magnétophorèse, donc on suit l'aimantation via l'aimantation d'un endosome unique, donc ça c'est un micron, vers un micro-aimant. Et ça nous permet de mesurer cette aimantation au cours du temps. Et donc, l'endosome perd son aimantation de nouveau. Et ce d'autant plus qu'on tamponne le milieu de purification à pH 4,7 qui est le même pH que le pH à l'intérieur de l'endosome. Donc vous voyez en fait au niveau de l'endosome on a quasiment la même courbe de dégradation qu'on avait à l'échelle du sphéroïde, hein, donc l'échelle du millimètre, l'échelle du micron. Alors là, vous allez me dire, pardon, mais ça c'est normal, si on met les nanoparticules là-dedans à pH 4,7 dans le milieu, elles vont se dégrader, donc c'est juste les nanoparticules qui se dégradent. Non, parce que si on met les nanoparticules dans ce milieu, elles restent constantes, il n'y a pas de dégradation. En revanche, si on rajoute un chélaton du fer, comme du citrate, là oui, elles se dégradent. Donc ça veut dire que notre endosome, il a été extrait de la cellule avec ses chélatons du fer, avec ses protéines de dégradation, et qu'on a vraiment mimé ce qui se passe au niveau intracellulaire, et qu'on a vraiment une dégradation endosomale. Voilà, on peut faire... je crois qu'il faut que... On peut faire l'image du fer, on peut faire les gènes impliqués dans l'homéostase du fer. On voit qu'il n'y a pas énormément d'effets, que les effets sont logiques, des surexpressions des gènes impliqués dans la ferritine. Donc du coup, on peut faire ça avec n'importe quel type de nanoparticules, par exemple les cubes ou les dimères dont je vous ai parlé avant. Et là, c'est intéressant parce que le cube, par exemple, on peut suivre la dégradation via un traceur structural. Donc on voit que les arêtes sont attaquées et qu'on a l'apparition de ces petites sphères qui viennent de la dégradation, de l'attaque du cube au cours du temps. Pour le dimère, c'est très joli aussi parce qu'en fait, l'or n'est pas dégradé. Et donc vous voyez ici apparaître à J25 dans les endosomes l'or qui reste, donc le fer a été complètement attaqué et il est stocké dans la ferritine et l'or est encore là comme traceur de ce qui reste de la nanoparticule. On peut aussi imaginer des stratégies pour diminuer cette dégradation, comme par exemple reprendre les nanoparticules magnétoplasmoniques, mais cette fois-ci utiliser la couche d'or comme protection du fer, et effectivement ça marche. La dégradation est beaucoup plus faible quand on protège le cœur de fer avec une couche d'or. Comme vous le voyez ici, on arrive à avoir encore à J25 du fer intact au cœur de la structure, alors qu'on n'en a quasiment plus quand la couche d'or est beaucoup moins importante. Voilà, donc finalement il y a un message à emporter, les nanoparticules sont intracellulaires, donc j'ai dû dire au moins 100 fois le mot endosome, donc voilà, on a des nanoparticules dans les endosomes, et finalement dans ces endosomes qu'est-ce qu'on fait? On importe les propriétés physiques des nanoparticules, et on y importe les fonctions multiples, donc on peut imaginer cette notion de thérapie combinée en combinant différents modes de stimulation, mais attention, l'internalisation peut impacter l'efficacité thérapeutique, donc il faut mettre en place des mesures in situ, et les nanoparticules peuvent subir une dégradation lysosomale massive, ce qui est plutôt positif pour des stratégies thérapeutiques. Alors, je voudrais vraiment finir là-dessus, sur l'autre type d'application qu'on peut faire. Donc, on oublie l'échelle nano, on oublie que les nanoparticules sont dans les endosomes, on a une cellule qui est complètement magnétique, et cette cellule qui est magnétique, on peut mettre des micro-aimants en dessous, et on peut jouer au Lego avec la cellule magnétique et des petits aimants, et fabriquer des tissus. Donc, c'est de l'ingénierie tissulaire magnétique, et on peut faire un peu ce qu'on veut, différentes tailles, formes de tissus. Donc vraiment des stratégies d'ingénierie tissulaire ou des stratégies de biophysique, de mécanique tissulaire, où on voit qu'on va pouvoir fabriquer donc là on voit un tissu en fait qui fait une transition de phase. Ici on voit un tissu qui est stimulé mécaniquement, et donc on peut faire des mesures, on peut faire de la biophysique, on peut s'amuser avec tout ça. Donc la cellule magnétique qui peut être stimulée par des aimants externes. Voilà, donc je remercie, j'ai vraiment la chance d'avoir travaillé avec toutes ces personnes qui ont participé à cette étude, en particulier Anna Espinosa qui a mis en place cette notion de magnétophotothérmothérapie, Ricardo qui avait fait l'aspect liposome photosensible et magnétique, François Mazuel qui a mis en place le modèle de dégradation sur tissu, et bien sûr, donc je crois que j'ai le temps de dire leur nom. Je
sais pas. Donc les collaborateurs chimistes, donc Ali Abou Hassan qui a développé ces nanoparticules magnétoplasmoniques, Christine qui est là, qui a fait les liposomes magnétiques, donc c'est dans son laboratoire, dans son équipe aussi qu'on se fournit en nanoparticules magnétiques citratées, Teresa pour les cubes, les dimères, Teresa Pellegrino en Italie et Lise Marsan pour les nanoparticules plasmoniques. Voilà, et donc je remercie les nanomatériaux aussi, parce que je les aime beaucoup. Merci beaucoup.